j'aimerais savoir déjà, donc Christophe Rancourt, je pense que c'est un personnage qui te plaît quand même. Alors en fait, moi ce qui m'a plu, c'était tous ces gens qui, en fait, ont eu un destin un petit peu hors du commun. C'est le 5e film que je fais. À la base, je faisais surtout de la scène, je produis des spectacles. Et lui, il y avait quelque chose de très théâtral dans ce qu'il faisait. Son approche, sa psychologie et ce parcours de vie absolument complètement fou. À une époque voilà, qui était aussi complètement folle. Et ce qui était très intéressant, c'était l'approche psychologique de ce personnage, puisque j'ai trouvé que tout ce qui avait été fait sur lui, c'était très à charge. Vous voyez, d'ailleurs, il y avait un truc sur Canal qui avait été fait, qui s'appelait l'imposture. Bon, déjà, ça vous donne une idée du truc. Et là, vraiment, je trouvais que personne s'était intéressé à son ressenti. Vous voyez, et c'était ça pour moi qui était important. Alors, je suis pas fasciné par du tout l'escroquerie ou la starification des voyous. Vraiment, pas du tout. Mais par contre, je suis fasciné par le personnage. C'est-à-dire, si vous regardez Dark Vador de la Guerre des Étoiles, techniquement, c'est quelqu'un qui commet un génocide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le personnage, il est fascinant. Et moi, ça devient le héros de mon film. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai voulu montrer, et tel que son histoire est complètement folle, et surtout singulière et unique, il fallait faire un film avec une technique de cinématographie singulière, vous voyez, qui pouvait nous permettre de se plonger dans sa tête, dans son esprit. Et moi qui pensais en fait rencontrer Richard III, j'ai rencontré une sorte de Cyrano qui, au lieu d'avoir cet appendice nasal qu'il a voulu, comme le dit Edmond Rostand, être admirable dans tout, lui il a voulu être admirable dans tout, sauf que son appendice nasal, lui, c'était sa condition sociale dans laquelle il a grandi. D'ailleurs, on dit dans le film, hein, plus bas, il ne pouvait pas aller. On peut aller que vers le haut. Hein. Non, mais moi, ça faisait 20 ans, en fait, que je connaissais l'histoire de Christophe, parce que quand j'ai emménagé à New York, je vais entre New York et Paris, on s'en fout, mais je voulais quand même le dire. Et en fait, ce reportage, vous avez vu de CNN, moi, je l'ai vu quand je venais d'emménager à New York. Vous voyez, donc à l'époque, il n'y avait pas bien sûr les réseaux sociaux, donc quand on voit ce Français qui s'est passé pour Rockefeller, pour un pilote de F1, pour un prince, pour je sais pas quoi, on était tous curieux, qui est ce Français qui arrive à défier le FBI, quand même. Parce que pour vous donner une idée, 98% des gens qui sont recherchés par le FBI sont arrêtés en moins de 48 heures. Lui, il a tenu 2 ans. Ça vous donne une idée de la puissance du mec. Donc, bien sûr, au concours, j'étais fasciné par cette histoire française. Et puis, je pense, il y a parmi vous qui ont dû lire le livre qui a été marquant pour ma génération, le livre Mes vies. Et j'ai contacté son avocat. Parce que si vous voulez contacter des gens, je vous dis, il faut passer par l'avocat, pas par l'agent. Vous passez par l'avocat parce que l'avocat, il est dans l'obligation légale de faire passer l'offre à son client. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une consultation avec l'avocat. Je lui ai dit, voilà, je viens vous voir, en fait, j'ai aucun problème. Je viens vous voir parce que j'aimerais faire un film sur Christophe Rancourt. Donc il a vu mon travail. Il faut savoir que ça faisait 20 ans qu'il y avait des producteurs qui voulaient faire le film. Il y a Thomas Langman qui avait déjà dépensé des millions. Il y a eu Philippe Godot, qui a la panne européenne qui produit les gros films, qui voulait, il y a même Martin Scorsese, Michael Mann. À un moment, le film ne s'est jamais fait. Donc quand on lui propose à Christophe un documentaire, il n'a pas envie. Vous voyez. Et moi, je lui dis, je préfère faire un film avec Mozart que sur Mozart. Vous voyez. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de le faire parler. Vous voyez, de faire parler ce personnage que je considère historique. Vous voyez, pardon, hein, désolé, mais que je considère vraiment historique. Et donc, il en a parlé à Christophe. Christophe n'avait pas envie, mais il a dit, je vais quand même le rencontrer, parce qu'il avait vu mon travail précédent. Et on s'est vu, et tout de suite, ça s'est plu. Ils m'ont dit, mais tu sais, avant, ils ont voulu faire des films sur moi. Ils démarraient de Los Angeles, où ils restaient que en France, en Normandie, où ils parlaient pas de la suite, du retour, etc. Je lui ai dit, non, mais moi, votre histoire, elle est très simple. Je lui ai dit, votre histoire, c'est une histoire française avec un rythme américain. Il m'a dit, bah, tu as tout compris. Vous voyez. Et là, tout de suite, j'ai dit, non seulement, on ne peut pas comprendre Christophe Rancourt si on ne comprend pas ses parents. Si on ne comprend pas l'enfance, et on ne comprend pas Christophe Rancourt, parce que ça ouvre aussi un autre sujet, qui est celui de la rédemption. C'est pour ça que je démarre le film avec cette phrase « Ne me jugez pas, les tribunaux s'en sont déjà chargés ». Parce qu'aujourd'hui, on parle de la présomption d'innocence, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on parle de tout ça. Mais justement, moi j'avais tendance, je faisais partie des gens qui disaient « Faites attention, il a fait de la prison, méfiez-vous, il est en prison ». Mais aujourd'hui, j'ai un regard un petit peu plus, je dirais, serein par rapport à ça.
voyez. Et c'est ce que ce film m'a fait changer. Voilà, excuse-moi, j'ai dévié un peu de ta question, mon cher Geoffrey. Alors, je vois que tu aimes bouger comme ça. Voilà. Alors, donc, on va bouger. Alors, dis-moi. Non, moi, c'est vrai qu'à la fin, on sent la rédemption quand même, et on sent aussi qu'il attend un peu la fin. C'est un peu, je le trouve un peu triste à la fin. Il a ses enfants qui sont très importants dans sa vie. Il a l'Église et la religion, et on sent qu'il attend. Mais est-ce que c'est vraiment ça, Christophe André aujourd'hui, ou est-ce qu'il a des projets? Et c'est ça qui est extraordinaire, moi qui viens du monde de la scène, c'est ça qui est extraordinaire dans le documentaire finalement. C'est ce qui est le plus proche de la scène, finalement. Parce qu'on a des acteurs qui ne sont pas des acteurs. Vous voyez, on ne peut pas faire une deuxième prise du cimetière. Vous voyez, et ce qu'il raconte, donc il avait ses livres qui étaient connus, mais ces livres, il les écrit quand il est encore en prison. Donc il me le dit, il y a des choses que je ne pouvais pas dire parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas prescription, j'avais peur qu'ils viennent me rechercher pour autre chose. Il le dit d'ailleurs dans le film, c'était rigolo, je trouve. Mais ce qui était intéressant, c'était que là, il est libre de tout. Donc il a pu raconter l'histoire de M. Wang. D'abord, tout ce qui est dans le film est entièrement vérifié. Ça, il n'y a pas un truc qui est faux, il n'y a pas un truc qui est exagéré. Ce qui est important dans un film, c'est ce qu'on appelle vraiment les moments, les turning points. Vous voyez, vous avez une histoire et boum, il y a un turning point. Vous avez le type qui marche dans la rue, il sort de chez lui, il va à la librairie, il dit bonjour aux gens, il voit des passants, il rentre dans la boulangerie, il commande un pain au chocolat. Là, il y a un type qui rentre, j'invente n'importe quoi, hein, qui rentre avec un flingue, qui lui dit « Tiens, la valise, il y a des informations secrètes. » Et là, boum, il y a des types qui arrivent et qui commencent à mitrailler la boulangerie et il doit se sauver par derrière et là, ça commence. Vous voyez, le turning point, c'est quand le type vient le voir avec la valise et le flingue et lui dire voilà, sauve-toi, il y a des informations sensibles dans ça. Vous voyez. Donc, autrement dit, tout ce qui est avant n'est pas intéressant dans l'histoire. Donc moi, ce qui m'intéresse, si par exemple cette scène-là, je la démarre au moment où il rentre dans la boulangerie. Vous voyez, j'ai inventé un petit peu, mais c'est ça l'idée. Voilà. Oui, monsieur, allez-y. J'ai eu peur qu'il n'y en ait pas un seul. Déjà avant la question, en tout cas, moi j'ai adoré votre film. Merci. Merci papa. Merci beaucoup. C'est mon père. Non, je plaisante ça. Pardon, je plaisante. Vous alliez me casser en plus. Non, en fait, ce que je me demandais, c'est quand vous avez tourné vous avez fait ça avec lui. On imagine Christophe, ça doit être quelqu'un, grosse personnalité. Et il n'y avait pas des débats en mode, peut-être qu'il vous disait, moi je voudrais faire le truc comme ça, ou il s'est mis en mode acteur et il a juste suivi vos instructions. C'est une excellente question. Alors, contrairement à d'autres films que j'ai fait avant, lui, c'est pas du tout un artiste. Donc, il s'en fout royalement de son image. Quand vous avez l'image, vous avez cette image péjorative, l'escroc des stars, alors qu'il n'y a aucune star qui a été escroquée. On le montre dans le film, d'ailleurs. C'est la première fois que son casier judiciaire est sorti. Hein. Je ne dis pas qu'il a escroqué personne, hein, mais des stars, jamais. Vous voyez. Donc, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que non, il m'a jamais dit « ça, je veux pas qu'on en parle, ça, je veux pas qu'on en parle, ça, je veux pas ci, je veux pas ça ». Il a été ouvert à toutes les questions. Et en même temps, j'avais cette approche où je savais, et en même temps, je ne savais pas. C'est-à-dire que je voulais que dans le public, les gens découvrent son histoire et soient amenés jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pour ça que ce plan qui est extraordinaire, quand il est tout seul dans l'église et qu'il marche tout seul, on se dit, mais ce type-là, tout ce qu'il a vécu, si ça n'avait pas été archivé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu CNN, s'il n'y avait pas eu parce qu'il n'y avait pas les paparazzi, il n'y a que 2 archives de lui, attention, il n'y a que les CNN et le paparazzi, il n'y a rien d'autre avant, vous voyez. Donc il a fallu faire toutes ces reconstructions, et en même temps, voilà, sa vie, elle était à 100 à l'heure, il fallait que ce soit un film au montage qui aille à 100 à l'heure, mais non, il m'a jamais dit ça non, ça non, ça non, mais en même temps, quand vous faites un documentaire, il n'y a pas de scénario. Parce que si vous faites un scénario, si vous dites « je veux le film comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », d'ailleurs on a eu cette conversation, je dis « si je fais comme ça, ton film, il va ressembler à celui que j'ai fait avant et un autre qui a déjà été fait ». C'est comme un boxeur, si vous voulez. D'ailleurs, la façon dont je l'ai filmé, c'est un peu comme un boxeur qui avait toujours sa garde, et moi j'allais chercher la caméra un peu comme ça, j'allais chercher le regard un petit peu, vous voyez ici, là, ces yeux-là, vous voyez. Donc j'allais chercher un petit peu ça, c'est moi qui avait la caméra et qui le suivait. Et d'ailleurs, beaucoup de scènes ont été tournées avec le iPhone. Donc, voilà. Et j'ai pas honte de le dire, parce que quand vous arrivez avec la caméra, les gens, surtout j'allais dire les hommes et les femmes, les deux, hein, dès qu'ils voient une caméra, ils commencent à essayer d'être, oui, mais tu comprends...
mais ils essayent de jouer. C'est-à-dire que quand il y a le portable, ils oublient. Donc, quand j'étais à l'église avec lui, j'ai le portable comme ça. Et je lui parle, et voilà. Et il oublie qu'il y a cette caméra. Il oublie parce qu'il a cette attitude de la prison où si vous montrez un peu de faiblesse, un peu d'émotion, c'est terminé. Le documentaire, le scénario s'écrit au fur et à mesure de la conversation. Vous voyez, moi c'est ce qui me plaît, c'est comme je donnais l'exemple du boxeur, c'est qu'on ne sait pas, on doit être préparé, mais si vous dites, voilà, quand il arrive, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est fini. Lui, il sait, le gars en face de vous, il vous a étudié, il a déjà 10 coups d'avance. Voyez. Donc l'idée, c'est aussi de surprendre le public et d'aller au début. C'est pour ça que je démarre toujours mon film par « Qui êtes-vous » Et c'est une question que quand, je ne sais pas la poser, j'ai pris l'exemple de Mozart, mais imaginez à Mozart de dire « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu écris ?» C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir. Quand il est avec M. Wong, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous préparez tout ça? Donc il n'est pas seulement l'acteur, il est le scénariste, il plante le décor. Et en même temps, je trouve qu'il vous apprend sur vous-même. Voyez, parce que il s'en rend compte quand il a 17-18 ans qu'il est militaire, que personne ne le calcule. Voyez, qu'il est dans des bases militaires, que tout le monde s'en fout. Mais il ajoute 2 Rocancourt. Monsieur de Rocancourt, mais des gens lui donnent les clés de leur château. Des familles lui disent, mais nous connaissons la famille Rocancourt, cette grande famille. Si, et lui, il pense à son père qui est dans la caravane, il va au café de Flore, au Demago, juste à côté. C'est là-bas qu'il arrive à Paris. Il commande un café, il prend un livre, la Nietzsche, et je sais plus comment dire, Voltaire, par exemple. Il l'ouvre comme ça, il lit 2 phrases, il repose, il parle à des gens, il dit, vous savez, comme dit Voltaire, il vaut mieux ne pas tata que tatata. Et les gens, ah, mais quelle culture vous avez. Oui. Oui. Donc, ça nous apprend aussi sur vous-même. Voilà. Non, est-ce que vous avez beaucoup parlé en dehors de la caméra avec lui? Alors, énormément parlé avec lui. D'ailleurs, je planquais très souvent la caméra avec lui. C'est une très bonne question. Par exemple, vous voyez, quand on est à table et qu'il dit « S'il y a une chose que j'ai bien réussi dans la vie, c'est bien celle-là. » Voyez. Et là, c'est pareil. Donc, j'avais la caméra qui était planquée là et qui enregistrait. C'est pareil avec sa fille. Hein. Sa fille, elle ne voulait pas du tout faire le truc. Je lui dis « Non, mais c'est pas un tribunal. On va déjeuner ensemble. » Donc on a déjeuné ensemble, on mangeait, j'ai laissé les caméras tourner. Ça va les cours? Oui, alors votre père, comment? Qu'est-ce que vous savez? Donc c'était vraiment une caméra passive. Voyez, c'est pour ça que l'action, elle est quand lui, il n'y est pas. Voyez. Mais il a une telle empreinte quand il raconte son histoire. D'ailleurs, quand on avait fait les reconstructions, il y avait un acteur qui lui ressemblait un petit peu. Il n'y a personne qui lui ressemble, hein, mais il y avait un type qui lui ressemblait un petit peu. Et même au montage, j'ai fini par couper sa tête. Parce que si on voyait quelqu'un d'autre, on perdait que c'était Rocancourt qui parlait. Parce que dès qu'il commence à parler, à raconter son histoire, il vous plonge dans l'histoire. Parce qu'il a... C'est ça l'intérêt du jeu, J-E. Vous voyez, de la première personne, du jeu. Pas il l'a fait, vous voyez. Et quand vous avez le jeu qui vous raconte l'histoire, là tout de suite, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je l'ai beaucoup filmé en off, mais en même temps, j'ai pas trop voulu qu'il me raconte l'histoire en amont. Vous voyez, j'ai dit, je vais garder la fraîcheur, vous voyez. Et pareil, quand il vous la raconte, même moi, quand j'étais dans le montage, au début, le film, je voulais l'appeler Le Caméléon, parce que c'était ce changement d'identité qui m'intéressait. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai fait un film sur l'enfance. Et c'est vraiment pour ça, à la fin, les phrases à tous les enfants de France, c'est moi qui l'écris, parce que pour moi, c'est un film sur l'enfance. Voilà, parce que, et voilà, peut-être ça peut nous faire réfléchir sur ces enfants, mais il a le courage, petite parenthèse, il a le courage quand même de ne pas prendre, je dirais, avantage sur son enfance. Il le dit, elle peut permettre de comprendre, mais elle ne donne pas l'excuse. Mon parcours de voyou, je l'ai fait, je l'ai choisi. Et il le dit après, il n'y a aucune fierté. Et au contraire, ce film, on a montré le film dans des MJC, dans des maisons de jeunes, etc. C'était aussi pour montrer à des jeunes, voilà, attention, ne faites pas ça. Et comme quoi, le père, lui aussi, c'est un bon père, puisque voilà, il fait des nuits blanches quand sa fille, elle n'a pas des bonnes notes, il veut que sa fille réussisse. Vous voyez, alors qu'on aurait pu croire le contraire. Voilà.
combien de temps ça vous a pris du début à la fin, entre la rencontre avec lui et... Alors très simplement, on s'est rencontrés en août 2023. Lui il m'a dit, chaque fois que j'ai eu des offres de films, ça traînait 1 an, 2 ans, et ça se faisait plus, etc. Je lui ai dit, moi c'est très simple. Je t'envoie le contrat. Le moment où tu signes le contrat, peu importe le jour, le lundi qui suit, je tourne. Donc je lui ai envoyé le contrat un dimanche, il a signé un mercredi, on a tourné le lundi, fin août 2023, je crois. Et après, je suis rentré à New York, j'ai tourné des trucs qu'on voit à New York, dans les upstate New York où il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Parce que c'est pas facile, mine de rien, les années 90, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit de l'époque actuelle, de se mettre même dans les années 90. Donc, on a tourné tout ça, et on a encore retourné, je crois, le dernier moment, c'était en février 2024. Vous voyez. Mais j'ai démarré le montage vers novembre. Vous voyez. Et je vous dis honnêtement, il y a eu la première du film le 3 avril. J'ai fait nuit blanche sur nuit blanche, jusqu'au matin où j'ai pas dormi. À 11h30 du matin, j'ai lancé l'export du film. Et il a été exporté, et après on l'a converti en DCP, donc les formats pour le cinéma. Et le DCP a été fait à 19h48, et la séance était à 20h. Donc on était vraiment, voilà. Donc là, c'est depuis le mois d'avril, il y a eu plein de séances, il a été montré, donc j'ai pu corriger des petits trucs et tout. Mais c'était très 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 intense, parce que j'ai voulu prendre tout le monde de vitesse. Parce que j'ai entendu qu'il y avait un autre film qui devait être fait, etc. Donc j'ai dit, je vais accélérer, je vais prendre tout le monde de vitesse, et boum, vous voyez la bande-annonce, tout, on a eu avec Cyril Hanouna, on a fait un carton d'audience, on a eu 4 pages dans le Figaro, donc on a pris vraiment tout le monde à court, et je me suis fait planter par mon distributeur, qui me plante 1 mois avant la sortie du film. Vous voyez. Et là, j'ai fait un truc, comme d'habitude, c'est quand vous êtes en bas, que vous voulez monter tout en haut, j'ai pris toutes les salles de cinéma de France que j'ai répertoriées par région, et par Alsace, Aquitaine, etc. Et je les ai appelées une par une. Vous voyez, je faisais 2-3 régions par jour, quand même. Hein. Et je les appelais, je disais, voilà, s'il vous plaît, prenez le film, même une séance, même de je viens, j'en parle, etc. Et le film a été programmé dans plein de salles, il a très bien marché. Et puis Cannes est arrivé au même moment. Et puis là, sur juin, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, il y a une première dans un nouveau cinéma. Il est sorti en Suisse, il sort en Belgique là, à la fin du mois le 29, et en septembre, il sort en grand aux États-Unis. Ce qui est quand même incroyable avec tout ce qu'il y a eu. Donc voilà. C'est particulière ou presque chorégraphiée, où Christophe Okonkwo revient un peu des moments particuliers, comme par exemple le moment où il se fait arrêter. Comment se sont déroulées ces scènes? Est-ce que ça a été justement chorégraphié? Quand il lève les mains comme ça, je lui ai tout simplement dit, dis-moi, quand ils sont arrivés, les flics qui l'ont pris en sandwich, c'est qu'ils étaient à un tournant, à un rond-point, ils avaient trouvé l'hôtel où est-ce qu'il était au Canada, les services de renseignement canadiens, ils ont trouvé où est-ce qu'il était, ils vont pour aller le chercher, pour aller le cueillir à l'hôtel, et Christophe, lui, avait quitté l'hôtel en voiture. Et il se retrouve comme ça à un rond-point. Et le SWAT team qui le voit, il dit, c'est lui, ils appellent dans les talkies, c'est lui. Et ils font encore un tour de rond-point, et ils l'ont bloqué sur le rond-point. J'ai trouvé l'idée de la course-poursuite plus puissante, mais il y a eu après la course-poursuite, puisqu'après ils l'ont suivi, mais il y avait ces plans en drone comme ça, pour moi c'est super à faire. Mais non, ça n'a pas été chorégraphié, je lui ai dit, quand ils sont arrivés, comment t'as fait? Il m'a dit non, aux États-Unis, il faut faire comme ça, il faut tourner, il faut abaisser les... Voilà. Donc ça s'est fait, ils ont une façon, les 2 mains en l'air, on se tourne, etc. Donc c'est pas vraiment chorégraphié, je lui ai juste demandé de le faire. Voilà, c'est vous qui pouvez porter ce film là où il mérite d'aller, parce que c'est une histoire française. Merci voilà. beaucoup David. Merci. Et puis c'est pas fini, vous allez pouvoir reparler avec David derrière. Hein,